Donc cette première conférence, c'est sur le travail en équipe. Alors, j'enlève mon curseur dégueulasse de l'écran. Donc pourquoi on parle de ça maintenant? Même chose pour ceux qui viennent de se réveiller, les projets de fin d'année sont tombés la semaine dernière, je crois. Donc, probablement que vous avez déjà commencé à constituer des groupes, probablement que vous avez déjà commencé à travailler sur les technos que vous allez utiliser, je sais pas. Et d'ailleurs, qui a vu le sujet? Non, on est bien. Non, partout, enfin, pour toutes les classes qui a vu son sujet. Beaucoup de timides. Non, on l'a vu. Il y en a qui n'ont pas lu leur sujet encore. Vous, je crois que c'est les V3. C'est pas un jeu en 3D. Soit YouTube, soit Twitter. C'est Twitter. YouTube, c'est la main. Voilà, c'est Twitter. Non, YouTube c'est nous, et eux c'est Twitter. Et vous c'est tout en 3D ça. Nous, c'est tout TCP. Ok. Donc, cette conférence, ça s'est faite pour vous aider à appréhender ces projets-là. Vous avez 6 mois pour les faire, à compter d'aujourd'hui. Ça va, c'est large. 6 mois, à l'issue desquels vous aurez l'épreuve, la soutenance. En gros, vous devrez venir, il y aura un jury, et vous allez présenter votre projet. Pas le présenter dans le genre, bah là j'ai fait ça, présenter votre code et tout. Non, c'est une soutenance commerciale en fait. Vous vendez votre solution. Ça veut dire qu'il faut chiffrer. Il faut vous dire, bah, par exemple, notre produit on le vend tant, on a passé tant d'heures dessus, il y a eu tant de développeurs. Et il faut que ce soit vendeur, accrocheur. Pour information, Sébastien et moi, l'année dernière, on a noté les projets en soutenance. On est tombé sur un groupe, je dirais pas qui, ils devaient faire un casse-brique. Dans leur jeu, il n'y avait pas de briques. Et ils nous le vendaient. Ils étaient là, oh, regardez, machin, tout. Bon, faut quand même être un minimum prêt et avoir préparé son speech, quoi. Et le problème, c'est que là, c'était pas préparé, parce qu'à la limite, ça peut être tourné comme une feature finalement, mais là, bah, par contre, il n'y a pas de briques. Alors que vous devez être fier de ce que vous avez fait, quoi qu'il arrive, vous devez le vendre en fait. C'est ça. Et il y a aussi une note technique, c'est-à-dire que votre projet, il est relu, le code est regardé, et voilà, puis il y a un jury qui vous note aussi sur l'exécution technique. Donc déjà, une question comme ça à chaud, c'est une question un peu large, mais est-ce que vous avez déjà des idées? Qui voit déjà un peu comment il va s'organiser? Personne. Déjà, t'as la moitié de la classe qui ont lu le sujet, donc voilà. Enfin, On clique sur les 3 personnes qui ont lu le sujet là. D'accord, est-ce que, je sais pas, à chaud, vous avez déjà fait vos équipes, enfin vos teams de projet? Non. Est-ce que vous découvrez qu'il y a des projets de fin d'année? De quoi? Bon, bah du coup, nous on est là pour vous aider à les appréhender. Déjà, un projet, alors là, je parle d'un projet de fin d'année, mais c'est vrai pour un projet d'informatique en général. Vous verrez ça en entreprise. Il y a 2 grosses étapes, il y a la conception et la réalisation. Alors ça peut paraître très très con ce que je vous dis là, enfin vous allez me dire oui bien sûr, on réfléchit avant de le faire, mais il y a beaucoup de groupes qui se lancent tête baissée dans leur projet, qui commencent à coder comme des gros débiles, et qui se rendent compte à la fin, ils font un truc trop bien, ils se font bien fait chier et tout, mais ça remplit pas le cahier des charges et ça note. en fait, je crois qu'il y a aussi un gros problème qu'on voit régulièrement, alors qu'on voit plus pour les mini-projets, mais aussi pour les projets de fin d'année, c'est que les gens apprennent à programmer en faisant leur projet. Mais du coup, ils peuvent pas concevoir quelque chose s'ils n'ont pas les connaissances pour le réaliser. Donc du coup, là, le truc sous-jacent serait de faire des projets annexes pour apprendre à programmer, ce qui vous permet de faire des bons projets de fin d'année. Après, il faudra bien. Oui aussi, bah non mais ça peut accélérer le projet de fin d'année au final, le simple fait de faire quelque chose à côté et de pas... Parce qu'au final, le projet de fin d'année, si tu apprends à programmer dessus, au final, tu te reposes vraiment sur toutes tes erreurs que tu as pu faire et ça te fait perdre beaucoup de temps. Donc la première étape de la conception, c'est lire le sujet, en l'occurrence le cahier des charges. Normalement, donc, pour ceux qui ont pas eu les sujets, j'explique un peu à quoi ça ressemble. Vous avez un document, donc vous le trouverez sur Coursier dans la promo. Et ce document, en fait, il y a marqué, nous, ce qu'on va vous acheter, c'est un logiciel qui fait ça, qui fait ça. Par exemple, pour nous, de mémoire, alors je l'ai lu en diagonale, hein, c'était créer une plateforme de streaming vidéo. Il faut qu'un utilisateur puisse se connecter, puisse faire ci, puisse ajouter des amis, enfin des trucs. Donc, ça explique votre projet. À la fin, vous avez de la chance, il y a un barème aussi, avec tous les points. Et là, l'avantage, c'est que ça permet donc de bien comprendre les besoins du client, notamment avec le barème qu'à la fin. Alors un client d'entreprise, vous n'aurez pas de barème à la fin du truc, hein, donc c'est à vous de le faire. Et ça permet de fixer des cadres. Par exemple, quand vous lisez plateforme de streaming vidéo, ça peut être tout et rien. Enfin, il y en a des millions aujourd'hui sur internet, il n'y en a pas une qui se ressemble. Donc
il y a quand même des cadres à respecter, et ça c'est fixé par le cahier des charges. Votre cahier des charges, vous pouvez marquer ne jamais s'en écarter. Vous pouvez prendre quelques libertés, mais il faut toujours le suivre. Dès que vous commencez à vous barrer, à porter vos trucs et tout, peut-être que vous avez des meilleures idées que le client, c'est possible. Mais lui, il n'achètera pas. Parce qu'il a fait une demande, il veut un produit qui correspond à sa demande. Ça, c'est un truc, en première année, nous, on s'est fait tacler, mon groupe. On avait un jeu à faire, un Space Invader, un assembleur. Et en gros, moi, quand j'avais fait, j'avais dit, bah tiens, le vaisseau, j'ai rajouté, je sais plus, on pouvait choisir sa vitesse de déplacement. Pour moi, c'était un truc trop bien. Voilà, j'étais comme un fou et tout, on pouvait changer la vitesse du vaisseau. Et la directrice, elle m'a regardé, elle m'a dit bah c'est pas ce qu'on a demandé. Donc on s'est fait bâcher là-dessus. Alors pourtant on avait bossé plus. Donc il faut faire attention, éviter de trop prendre des initiatives par rapport au cahier des charges. Là vous avez de la chance, vous êtes en projet, il y a un full prof. Vous pouvez lui envoyer un mail, vous pouvez demander est-ce que je peux faire ça, est-ce que ça compte. Si le prof c'est le mail que là, il vous dira non, on va te faire foutre. Mais alors la dernière fois j'ai envoyé un mail la semaine que là, il m'a répondu non en fait je réponds que aux étudiants, donc adressez-vous à votre campus manager qui m'enverra un mail. Mais je sais pas si c'est encore le cas. Oui, vous pouvez essayer de lui envoyer un mail. En deuxième partie, donc vous avez votre cahier des charges, vous avez bien compris ce qu'il fallait faire. Là vous allez pouvoir commencer à choisir des technologies. Par exemple, bah tiens je vais faire mon serveur en Java, J2E et tout parce que j'ai envie de galérer, ou tiens je vais faire mon infra-réseau avec tel protocole, etc., etc. Donc ça, pour ça, vous allez vous poser plusieurs questions. Est-ce qu'il me faut quelque chose de performant? Est-ce que je veux quelque chose de maintenable que je vais pouvoir faire évoluer facilement? Est-ce que ça va coûter cher? C'est un facteur assez important. Et, alors j'ai mis découverte, là Sébastien du coup sera peut-être pas très d'accord avec moi, mais est-ce que là vous êtes en études? Est-ce que j'ai envie de tester une techno pour me marrer et tout? Tiens, je connais pas ça, je vais faire mon projet avec ça. Tu l'as défendu, enfin... Ouais. Mais du coup t'apprends à coder en faisant. Ah ouais, non, mais je veux dire, tu vois, ton Hello World, ça doit pas être ton projet. Tu dois avoir un Hello World et ton projet à côté. Mais si, justement, moi je suis carrément pour ça et je regrette de ne pas l'avoir fait, enfin de l'avoir mal fait. Et c'est vachement important parce que, au final, à Super Info, vous aurez des mini-projets, des trucs comme ça, les langages seront imposés. Donc, ok, sur votre CV et tout, vous mettrez les langages que tout le monde voit à l'école. Par contre, sur votre projet de fin d'année, c'est là où vous pouvez apprendre des nouveaux trucs, vraiment découvrir plein de nouvelles choses. Et là, il faut vraiment pas hésiter à sortir des sentiers battus. Et ça, c'est génial parce que dans toute votre carrière professionnelle, si vous devez faire une erreur, vaut mieux la faire à l'école qu'en entreprise. Bon, moi, mon erreur, c'était de me dire que le NoSQL, c'était bien. Après, j'ai fait un projet de fin d'année et j'ai pu comprendre pourquoi. Voilà. Je vous laisserai faire... voilà. Mais ça, ouais, c'est important de choisir les outils. Et juste, je rajouterai quelque chose, alors notamment sur la performance, mais sur un peu tout, il faut bien voir que c'est mettons, 3 caractéristiques qui sont très complexes. La performance, c'est un domaine très complexe, on pourrait faire des dizaines de conférences là-dessus. Sachez que Twitter est en Ruby, pourtant il est performant et il, il traite des milliards de tweets par jour, ou je sais pas le nombre. Donc la performance, c'est pas juste ah bah tiens, Python c'est performant, enfin c'est pas performant, le C c'est performant. Il y a énormément à réfléchir là-dessus, et notamment pour les V3 et les A1, qui ont des très grosses infrastructures à mettre en place. Et souvent on voit que la notion de performance n'est pas vraiment respectée par rapport au sujet du cahier des charges. Enfin, ce que j'ai fait aussi quand j'étais en M1. Donc là, la moralité de ce slide, c'est lâchez-vous, enfin, prenez des technos que vous ne maîtrisez pas et lancez-vous. C'est le meilleur truc que vous pouvez faire en tout cas, dans le choix des technos. Si vous voulez des idées de techno un peu à la con, demandez. Là, notion très importante de la conception. Alors ça peut paraître très bateau ce que je dis depuis tout à l'heure, mais il y a plein de groupes qui ne le font pas et ça les pénalise. C'est faire des schémas. Schématiser son projet avant de se lancer. Et remanier votre schéma tant qu'il ne colle pas au cahier des charges. Vous faites un premier jet, tiens, je vais faire un logiciel qui ressemble à peu près à ça. Vous lisez votre cahier des charges. Ah tiens, j'ai oublié telle feature. Par exemple, j'ai mon truc de vidéo, mais j'ai pas créé, je sais pas, la gestion des commentaires. Ah bah, vous le rajoutez sur le schéma et vous le remaniez. Et tant que votre schéma n'est pas terminé et pas fixe à chaque relecture du cahier des charges, vous commencez pas. Pas de... Ouais, bah... Enfin, en fait, il faut que vous ayez une idée de là où vous allez. Mais vous n'êtes pas obligé de savoir déjà où est la fin. Ouais, non, ce que tu dis. Merci. Ça vient de sortir. Non, c'est bizarre ce que je viens de dire. Mais ouais, bah, le schéma, n'oubliez pas que c'est quand même une des meilleures manières de communiquer avec des gens, plus que d'écrire quand ils sont en face de vous ou des choses comme ça. Donc, ouais, faites en sorte d'être d'accord. En fait, si vous n'êtes pas d'accord sur un schéma, c'est que vous ne pouvez pas faire un projet ensemble. En fait, il faut vous mettre d'accord d'abord sur les bases et après vous pourrez coder.
Et donc là, en ça, je suis entièrement d'accord. Et dernier point, ne faites pas un schéma pour tout le projet. Là, vous serez en équipe. Alors, pour les biens, c'est moins vrai parce que vos projets font moins appel à des compétences particulières dans le sens où, par exemple, plus vous allez monter dans les années supérieures, plus il y aura, par exemple, une partie réseau, une partie développement, une partie architecture logicielle. Il y a des profils, en fait, les profils des membres de votre équipe vont être plus divers qu'en première année, c'est normal. Par contre, n'hésitez pas à faire, le mec qui est chargé de faire tout le réseau, il fait un schéma du réseau qui explique à ses collègues développeurs, qu'ils puissent comprendre. Les développeurs, ils font un schéma du logiciel, comment il va être branlé, pour voir un peu, pour montrer au mec du réseau comment ça va être fait. Les schémas, c'est, comme dit Sébastien, c'est super utile pour communiquer en équipe. Ou alors, vous pouvez écrire un gros pavé de texte, vous pouvez tester les deux, je pense que vous choisirez le schéma. Déjà, comme personne ne lit le sujet, personne ne relira votre pavé de texte si vous écrivez quelque chose sur le projet pour être sauf la doc qui sera lue par les correcteurs. Une fois que vous avez fait ces schémas, que vous avez lu votre cahier des charges, vous avez une bonne idée du projet. Vous voyez ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, avec quoi vous allez le faire. Là, il va falloir commencer à se poser des questions sur l'organisation dans le temps. Donc un projet, ça se découpe. En modules déjà. Tiens, j'ai mon truc de streaming vidéo, je vais avoir une partie, je sais pas, une partie upload de vidéo, une partie qui va gérer mes utilisateurs, voilà. Donc vous faites des parties logicielles, des modules. Ça, en fait, ce travail-là, vous le faites quand vous faites votre schéma. Ensuite, ces modules, vous en faites des fonctionnalités. Mon utilisateur peut se connecter au site. Mon utilisateur peut écrire un commentaire, etc., etc. Et toutes ces petites fonctionnalités-là, vous les répartissez dans le temps et dans l'équipe. Toi, tu vas bosser sur tel truc. Et il faut que ce soit prêt pour telle date à peu près. Ça permet de voir un peu, d'étaler votre projet, de l'éclater sur un planning et de voir combien de temps vous allez mettre. Parce que, bon, on va pas se mentir, moi ça fait... je suis en 4e année maintenant. À chaque fois mes projets, j'ai eu 6 mois pour les faire. En vrai, je les ai fait en 3 semaines parce que je me suis pris à la fin comme un gros débile. Et là, c'est vrai qu'avoir un planning dans ces moments-là, c'est vachement utile parce que on est en speed et il faut que les trucs soient faits vraiment au bon moment. Ça donne des deadlines en fait. Donc essayez de... Vraiment, c'est très important de mettre des jalons et de faire des étapes comme ça. On ne le dit pas assez, je pense. Et juste du coup, je rajouterais quelque chose avec ça. C'est une phrase de Linus Torvalds, je crois, à base de release early, release often. En fait, il faut que votre projet soit le plus tôt possible à l'image de ce que vous voulez faire. Découper en modules, c'est très important, en fonctionnalité, en sous-fonctionnalité, etc. pour avoir des petits atomes que vous pouvez faire comme ci, comme ça. C'est bien, par contre, ce qu'il faut, c'est découper correctement les tâches à effectuer pour toujours avoir quelque chose de fonctionnel et pour avoir une vision globale du projet. Il ne faut pas en fait que vous fassiez des modules dans leur coin, que vous assemblez un jour avant le rendu du projet, et puis là vous voyez, ah bah non en fait, ça va pas. Il faut vraiment que vous ayez toujours une version de ce que vous voulez faire, bon qui soit pas fini bien sûr, il y aura des trucs à rajouter, mais il faut que vous ayez quelque chose et que vous ayez toujours, que vous fassiez le plus possible en sorte d'avoir une belle vision de ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est en fait l'opposition entre truc en tunnel, là je sais plus comment on dit. Non. Développement en tunnel, c'est ça? Ouais, voilà, développement en tunnel, c'est quand on fait un pont ou un tunnel, genre on a la phase de conception, et puis après, hop, on construit le truc, et seulement à la fin on peut le tester et voir si ça marche. Ça c'est bien pour quand on construit un pont. Il y a des gens qui ont essayé de l'adapter à la création de logiciels et s'en est mordu les dents. Non, c'est mort de... Bon bref, et du coup non, faites en sorte d'avoir le truc fonctionnel et joli le plus tôt possible, et tout en gardant cette découpe de modules, ce qui est un peu compliqué, hein, mais ça se fait. Une fois que c'est fait, vous avez votre projet, vous avez votre groupe, vous avez votre cahier des charges qui est fait, vos schémas, etc. Là, vous allez pouvoir commencer à coder et à réaliser. Et là, bon, les biens, vous n'avez pas encore vécu ça, mais vous allez le vivre comme tout le monde. Il y a des problèmes qui arrivent. Et souvent, tout est bien, tout est fait, on est prêt à y aller, et ces problèmes-là, ils reviennent, mais tout le temps, quoi. Des fois, on est obligé d'attendre un camarade. Tiens, il y a machin qui n'a pas fini sa partie, moi j'ai besoin qu'il ait fini pour commencer, du coup, je fais rien. On va être aussi parfois obligé, on va aussi parfois foncer tête baissée, commencer à coder, et on va finir hors sujet. On est parti, tiens, je ferais bien ça, et puis ça s'enchaîne, on suit plus le schéma. On part en sucette, le projet ne ressemble plus à rien. Ça arrive de plus savoir où on est dans le projet.
Parce que bah ouais tiens j'ai fait ça, je sais même plus si je l'ai fait, si je l'ai implémenté, je sais plus ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il me reste à faire. Ça arrive aussi bah, de péter son projet. Tiens je vais essayer une fonction, bam, plus de base de données, plus rien, c'est trop la merde, le code il marche plus. On peut perdre des fois 3 semaines comme ça. Ce qui amène une prise de retard. Et la prise de retard, c'est des fonctionnalités en moins que vous allez avoir sur le rendu. Donc des points en moins sur votre note. Ça, c'est qu'une liste des problèmes qui peuvent arriver. Il y en a des tas d'autres. Loi de Murphy, tout ça. Donc pour ça, on a des outils donc, qui existent. Parce que vous doutez bien que ces problèmes-là, ils ont été rencontrés en entreprise. Et qu'il y a des gens qui se sont dit ce serait bien qu'on développe des outils pour éviter d'avoir ce genre de soucis. Donc déjà, il y a des outils pour partager son code. Ça peut paraître très con, mais tiens les B1, les B2, je pense qu'on vous en a déjà parlé, mais vous êtes plusieurs sur un projet, votre code vous le partagez comment? Tu veux me clé USB? Mais non, il y a les Non mails. mais par exemple, allez-y, n'hésitez pas, c'est des remarques que j'aurais fait aussi. Il y a un machin qui fait une partie, l'autre qui fait une autre partie, comment vous mettez en commun? Sur un dépôt, tout ça. Parce que sur un PC avec une clé USB, ouais. Des gens qui doivent faire sur FTP, non? Sur la FTP. FTP, sur la FMR. Enfin, c'est Hello maintenant. Est-ce que si je vous dis, est-ce que si je vous dis versionning, ça vous parle? Ouais, mais il faut savoir le mettre en place. Ça va mettre en place? C'est bon, c'est compliqué? Bon, on l'a jamais essayé. On l'a jamais fait. Ouais, il y aura une conférence là-dessus. Ouais, les B3, je pense que ça vous parle. Ouais. Non, que dalle. J'ai fait Native Foundation. Bon, le versionning, en fait, en informatique, c'est la vie. Enfin, si vous en faites pas, vous faites pas de projet. Ou alors tout seul et encore c'est chaud. Voilà, ou alors vous codez tout seul. Et Et encore du c'est coup, chaud. vous travaillez avec plein d'équipes et ça sert à rien de rester dans le temps de la conférence. Non, si tu fais une connerie, tu peux pas revenir dessus. Donc même tout seul en fait. Donc le versionning, c'est quoi? En gros, c'est je code et quand mon projet avance, je fais des checkpoints. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et quand mon projet pète, je peux revenir au checkpoint d'avant, là où ça marchait. En gros, c'est ça, faire du versionning. Pour ça, il y a plein de logiciels. Il y a Git, SVN, Mercurial, Bazaar, ça c'est des outils, parce que je crois que c'est vous qui l'avez fait découvrir. Ouais, alors, Git c'est ce qu'il faut utiliser, SVN c'est déprécié depuis 15 ans, Mercurial c'est un truc de hipster et Bazaar ça n'existe plus parce que personne n'utilise et que c'est de la merde. Ouais, alors moi j'en ai mis 4 parce que je suis pas raciste, mais il n'y a que Git qui est bien en fait. Enfin, Non, c'est vrai en fait. Par rapport à Mercurial ici qui peut être bien, mais personne lui fait un non. Il y a pas de site à ça. Bah si, effectivement. Non, mais fort, tout ça. Bon, oui, ça peut se trouver, je pense, Bugzilla. ensuite, donc, Git c'est quoi? Git c'est un logiciel qui vous permet de partager votre code. Donc je vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement parce que comme disait votre camarade, il faut savoir mettre en place, c'est un truc à prendre en main. Éventuellement on fera une conférence là-dessus, mais vous en fait ça vous intéressera que quand vous aurez bien galéré. Et là vous vous direz ah ouais en fait on va peut-être utiliser son truc parce que c'est mieux. Je vous invite à regarder donc 2 sites internet, c'est GitHub et Bitbucket. Alors les deux font la même chose, il y en a qui préfèrent l'un, moi je préfère Bitbucket, d'autres préfèrent GitHub. La différence c'est que sur GitHub, il faut payer pour que vos projets soient privés. Du coup si vous payez pas, c'est toujours public. Je dis pas de conneries, Alors, vas-y, fini. Et Bitbucket, vous pouvez faire des trucs privés, par contre vous êtes limité, si vous ne payez pas, en nombre de collaborateurs. Je crois que vous pouvez pas mettre plus de 5 personnes sur un projet. Ouais, par contre, faites très attention quand ça, c'est des plateformes qui sont en ligne, donc faites attention quand vous mettez votre code en ligne à ce qu'il ne soit pas public pour tout le monde. Ça, vous pouvez être accusé de tricheur si jamais vous avez mis en ligne votre projet. Oui, alors par contre, donc ça c'est vrai. Par contre, je crois que GitHub a un système pour les étudiants qui vous permet d'avoir une offre premium gratuitement quand vous êtes étudiant avec une adresse Supinfo. Je crois que ça marche. Donc je crois que maintenant, depuis quelques mois, GitHub vous permet de créer des comptes payants mais gratuitement. Ça marche en fait, il faut juste remplir un formulaire avec l'adresse de Supinfo et envoyer les ID. Donc une photocopie de votre carte d'identité, votre carte d'identité, votre carte d'identité. Sinon il y a quelques années, il y a GitLab qui ont ouvert un dépôt comme GitHub. Du coup tu vas sur le site de GitLab et tu peux créer des dépôts illimités privés. D'accord. Voilà. Donc bref, ces outils-là, vous regardez déjà comment ça marche, ça vous permet de suivre votre code, ça vous permet de faire des petits tickets, donc on parlait de mettre des petites fonctionnalités. Vous pouvez dire telle fonctionnalité, ça liste votre projet, vous pouvez gérer tout votre projet en fait dessus.
Bon, pour les premières années, ça va être un peu austère comme truc parce que vous connaissez pas encore, c'est normal. Vous, je vous invite à l'utiliser cette année parce que plus vous allez retarder l'échéance, plus vous allez faire de la merde. Et au-delà de ça, c'est un truc, argument très con, super faux et tout, mais sur un CV, dire que vous Git, vous connaissez et tout, ça peut inciter un recruteur à vous prendre. Bien sûr, je trouve ça ridicule de le préciser. Oui, mais bon, malheureusement, ça doit aider. Ouais. Voilà, faut au moins le préciser. Et il y a Trello. Et Trello, ça, c'est utilisé pour tout. Ça, c'est un site, pareil, qui est pas complètement gratuit, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement. Pour nos besoins, ça suffira. En gros, c'est tout bête, c'est des post-it en fait. Et vous pouvez répartir vos projets, mettre des tâches, à faire, en cours et fait par exemple. Séparer vos tâches, les assigner, c'est super bien. C'est une interface qui est super claire. Nous, on bosse que là-dessus. Au B2, on le faisait aussi, mais on l'a arrêté parce qu'on n'est pas réalisé. Moi, je suis contre, après, je peux comprendre. Ah, si. Après, si tu utilises des trucs comme GitHub ou des trucs comme ça où il y a déjà un système de tickets, t'es pas forcément obligé. Ouais, mais c'est plus parlant sur Trello. Enfin, franchement, essayez-le, hein, et vous me direz après. Mais je suis d'accord que c'est plus parlant, mais pour l'avoir utilisé en entreprise, je peux te dire que des fois, tu as des tickets qui traînent depuis 3 ans. Et après, il faut le faire. enfin, voilà, il y a vraiment un système de maintenance qui est très important à faire, je pense, si tu veux avoir un bon truc avec Trello. Mais l'outil est bien, ça c'est clair. Essayez de regarder tous les outils et de les tester parce que vous y trouverez forcément une utilité. Donc, je parlais des schémas, de ce qu'on appelle la modélisation de données en fait. Pour ça, bon, alors Drive c'est plus quand vous écrivez des rapports, mais ça vous connaissez, je vais pas le présenter quoi, je vais marquer parce qu'il me fait de la place sur mon diapo. Moi en vrai il y a Glyphy et GenMyModel qui sont deux plateformes en ligne en fait, vous pouvez faire des schémas et des diagrammes UML. Et c'est super pratique. Donc vous pouvez regarder, vous pouvez vous mettre à plusieurs dessus, créer des projets et tout. C'est donc retenez Trello, Glyphy et GenMyModel. C'est quoi Hein Drive, c'est... Non, si vous pouvez Drive. Ah, ok, ouais. Donc, pour conclure, les projets de groupe, n'oubliez pas, séparez bien votre conception de votre réalisation. Ça, c'est la base. Foncez pas tête baissée, allez-y, mettez des jalons, regardez votre projet, analysez les problèmes qui peuvent surmonter, les technos dont vous allez avoir besoin. Et à cette issue, après ça, vous pourrez commencer à utiliser ces outils. Donc moi, sur un 3 que je vous invite à retenir, c'est Trello, Glyphy, Trello, Glyphy et GenMyModel. Et éventuellement, pour la deuxième année, Git. Et pour la troisième année aussi.